Guinée Info, les titres du journal, remise officielle par le président de la République du prix Marcel Rodasingwa du concours contre Ebola, tous contre Ebola. C'est l'association des guéris d'Ebola qui a rappelé le prix. Et puis bientôt le parc auto. Les parcs auto de Conakry seront courus. Un site de 5 hectares est déjà trouvé. Les travaux d'aménagement vont bon train. En fin de prière, Nutelan Zéré pour goûter Ebola en Guinée. C'est une initiative des femmes de la Corée. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes vendredi et c'est un jour de prière collective pour les musulmans et le chef de l'État a accompli ses obligations religieuses ce vendredi à la mosquée de Boulbiné. Sanassi Keita. Nombreux sont les fidèles musulmans qui ont grossi les rangs de cette prière de 14 heures ce vendredi 12 décembre 2014 à la mosquée de Boulbiné dans la commune de Kaloum. Au premier rang, le président de la République en compagnie d'une importante délégation. Dans son sermon, l'imam de cette maison de Dieu a formulé des prières et bénédictions pour le président de la République afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, l'assiste dans ses ambitions de développement en faveur de la Guinée. À sa sortie de la mosquée, le chef de l'État a eu droit à une belle foule de fidèles musulmans venus l'acclamer. Professeur Alpha Condé a enfin pris la direction du port artisanal de Boulbiné en vue de s'imprégner des conditions de vie et de travail des pêcheurs. Justement, Sanassi Keita, le chef de l'État, était ce vendredi au port de pêche artisanal de Boulbiné au commandement de la gendarmerie. Au port de pêche de Boulbiné, professeur Alpha Condé était venu constater de visu les habitats précaires aux alentours du port. Sanassi Keita nous fait le point. En pleine activité, pêcheurs et mareyeuses du port artisanal de Boulbiné se trouvent surpris de la visite du président de la République ce vendredi 12 décembre 2014. C'est une visite surprise, nous sommes heureux aujourd'hui, c'est du bonheur pour nous, pour notre port, pour la filière pêche artisanale. La vision du chef de l'État pour ce port artisanal de Boulbiné est bien claire. La modernisation du port artisanal de Boulbiné, voilà l'objectif du président de la République qui, après la prière de 14 heures, s'est rendu dans cette zone. Toutes les constructions anarchiques qui se dressent le long de ce port artisanal de Boulbiné ont été visitées avec une attention soutenue par le président de la République. L'objectif étant de rendre cette zone de pêche plus propre tout en faisant des constructions modernes aux alentours. Il s'agit de voir comment on peut aménager le port artisanal. Donc ce que nous voulons, c'est remblayer ici, construire de nouveaux bâtiments et casser tous les bâtiments là pour que les pêcheurs déménagent, pour qu'on aménage. Parce que pour le moment, c'est un peu mal propre. Or, vous savez que la saleté est à la base de beaucoup de maladies. Donc on va voir avec la direction des pêcheurs, si on va remblayer ici, construire des immeubles pour que tous les boulots là déménagent. Comme ça, le cas, si on le construit. Après ce port artisanal de Boulbiné, le président de la République s'est rendu au haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Ici, professeur Alpha Condé est venu visiter le chantier de cette structure dont les travaux sont arrêtés depuis 2010. Et aujourd'hui, la joie est immense. Monsieur le Président de la République vient de nous gratifier d'une vive surprise où il a annoncé très prochainement la construction du siège du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, que vous êtes en train de regarder, qui a commencé pratiquement depuis 2010, mais qui était en projet latent. Aujourd'hui, on est libéré, le président a décidé. Cette volonté du président de la République rentre dans le cadre de la restructuration des forces de sécurité et de l'amélioration des conditions de vie et de travail de celles-ci.
Comme annoncé dans les titres, le chef de l'État a procédé hier à la remise du prix spécial à Marcel Rodasingwa du concours Tous contre Ebola, un prix remporté par l'association des guéris d'Ebola. On se rappelle que Marcel Rodasingwa était le coordinateur des Nations Unies dans la lutte contre Ebola. Ibrahima Keita nous signe ce reportage. La contribution cohérente et efficace du système des Nations Unies à l'appui du gouvernement. Cette volonté et cet engagement pour appuyer la Guinée dans la riposte contre Ebola de la part de cet homme se sont envolés. Marcel Rodasingwa, coordinateur des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, est décédé le 17 novembre dernier des suites d'une crise cardiaque. C'est justement pour rendre hommage à cet humaniste engagé que l'ambassade de France et la BCGI ont dédié le prix spécial Rodasingwa à l'association des personnes guéries et affectées d'Ebola, un prix issu du concours Tous unis contre Ebola dans le cadre du trophée protecteur des arts et cultures de Guinée. Voici en quelque sorte ce soir par votre présence ce lieu culturel reconsacré à la liberté, aux arts et à la culture, et reconsacré ce soir dans le cadre de la lutte contre Ebola grâce au concours de la BCGI et du Petit Musée, grâce donc au concours de Manga Fodé Touré et Syriane. C'est ce prix spécial dédié à la mémoire de Marcel Rodasingwa que je vous ai proposé de bien vouloir remettre ce soir à une association particulièrement méritante et porteuse d'espoir dans la lutte du peuple de Guinée, accompagnée par tous ses partenaires. Je veux dire l'association des guéris d'Ebola. Engagée désormais dans l'information et la sensibilisation, l'association des personnes guéries et affectées d'Ebola, bénéficiaire du prix, réitère son engagement dans la lutte contre le virus. C'est vrai, Ebola est une réalité. Avant Ebola, c'est une vie, en famille, en société, en collectivité. Pendant Ebola, c'est un combat contre un ennemi invisible, donc il faut forcément gagner. Et après Ebola, c'est une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, elle est ponctuée de stigmatisation, de perte d'emploi, de perte de logement, de perte des amis d'hier. Bref, c'est une mort psychologique. Donc nous profitons de l'occasion pour remercier nos chers parents qui nous ont toujours assistés malgré ces moments très difficiles. Et nous remercions également le corps médical. C'est pourquoi le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a fait lui-même le déplacement, un déplacement du reste salué. Je suis heureux de voir que la remise des prix a eu lieu en présence du président de la République. Cela prouve combien il accorde de l'importance à la lutte contre Ebola. Et comme il l'a dit, Ebola n'est pas une fatalité. Nous pensons que Ebola sera vaincu et la Guinée reprendra son élan pour le développement. Loin d'être une fatalité, la fièvre à virus Ebola sera vaincue. Pour le président de la République, professeur Alpha Condé, la crise Ebola doit être une opportunité pour la Guinée dans le cadre du renforcement de son système sanitaire. L'Ebola est une très grave qui nous fatigue. Mais l'Ebola n'est pas une fatalité et on ne meurt pas nécessairement d'Ebola si on est pris de guérir. L'Ebola nous fait souffrir aujourd'hui, mais nous allons en faire une opportunité. Donc notre combat, c'est d'abord mettre fin à l'Ebola le plus tôt possible, mais renforcer notre système de santé. Et là aussi, je rends hommage à la France, puisque l'Institut Pasteur va insérer l'Institut Pasteur ici et former des chercheurs pour que nous soyons capables de faire face à n'importe quelle épidémie par nous-mêmes sans avoir à faire appel à l'extérieur. Et aussi connaître des résultats performants sur l'ensemble du territoire. Et je pense aussi, l'Ebola aussi nous amène à changer nos habitudes. Nous souffrons de l'Ebola, mais aujourd'hui il n'y a plus de choléra, il n'y a plus de typhoïde, parce qu'au moins tout le monde devient propre. J'espère que ces bonnes habitudes vont continuer et que nous continuerons à être propres. Ce que je peux dire aux Guinéens, c'est que nous allons vaincre l'Ebola et que la Guinée va reprendre sa marche en avant. Parce que l'Ebola est arrivé au moment où on avait déjà ratifié pour plus de 25 milliards de dollars de contrats, que ce soit Simandou, que ce soit Sangaredi ou Bofa. Mais je vous donne la garantie que l'Ebola va finir le plus tôt possible et que là, après Ebola, permettra à la Guinée de faire son envol. Je pense que la jeunesse peut compter sur moi. Et je suis très heureux de voir qu'on peut guérir de l'Ebola, surtout que c'est des jeunes. Et ils doivent être l'exemple. Mais l'Ebola, ce n'est pas un crime.
de faire connaître l'Ebola n'est pas un criminel. Deuxièmement, quand on est guéri de l'Ebola, on est guéri définitivement. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une discrimination à l'égard des gens qui sont guéris de l'Ebola. L'Ebola nous l'a montré et l'Ebola ne se transmet pas en l'air. Il faut donc que les gens comprennent mieux et qu'ils acceptent surtout le contact pour que nous mettions fin le plus tôt possible à l'Ebola. Avec cette allure, la Guinée se positionne déjà pour gérer l'après-Ebola. C'est pourquoi, dans ce temple de la culture, le chef de l'État a rassuré les hommes de culture. Vous savez, sous la Première République, la Guinée a été au firmament de la culture. Vous avez vu Kanja, vous avez les ballets africains. Malheureusement, pendant quelques années, nous avons perdu cela et nous voulons redonner de nouveau à la Guinée sa place et beaucoup plus. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de témoins. C'est pourquoi c'est toujours un grand plaisir quand je retrouve mon frère Tamsignan, parce que c'est l'un des rares encore qui reste, qui est notre mémoire. Et nous comptons sur lui surtout pour nous aider dans la réconciliation nationale en faisant en sorte de renouveler aux Guinéens leur mémoire. Ami de la Guinée, Marcel Rudasingwa était à son deuxième passage en Guinée après avoir servi des années durant au compte de l'UNICEF. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale s'apprête à voter le volet dépenses du budget 2015. L'élaboration du rapport relatif à ce volet est déjà finalisée en intercommission et les recommandations formulées dans ce rapport sur le volet dépenses font état de la poursuite des grandes actions entamées en 2014. François Lama nous signe ce reportage. L'examen de la loi de finances 2015 a franchi l'étape des travaux de l'intercommission sur le volet dépenses. Le ministre délégué au budget et les cadres techniques du département ont été reçus à la commission de fonds pour échanger sur les principales recommandations issues des travaux des 12 commissions permanentes de l'Assemblée nationale suite à la défense des budgets sectoriels et les plans d'action des départements ministériels. En séance plénière. On va à de nouveaux projets. Donc c'est vraiment de veiller d'abord à achever les projets commencés avant d'aller à de nouveaux projets. Deuxièmement, il faut qu'on ait avec des partenaires sur le financement de certains projets que les contreparties, c'est-à-dire la part du gouvernement guinéen qui doit aller dans ces projets, soit aussi garantie et sécurisée dans le budget. La commission de fonds, après l'intercommission, prépare le rapport sur le volet dépenses et le rapport général sur le budget 2015 qui feront l'objet d'une séance plénière pour leur adoption. Nous allons écrire nos recommandations, non seulement pour le ministre du Budget, mais également pour l'ensemble de l'exécutif, y compris le président de la République. Parmi ces recommandations, nous aurons ce que nous appelons des recommandations fortes, des recommandations et des simples suggestions, pour qu'ensemble nous puissions améliorer la gestion globale de l'économie nationale. L'adoption du budget 2015 et la clôture officielle de la session budgétaire 2015 pourrait avoir lieu mardi prochain. Restons toujours à l'hémicycle pour parler cette fois-ci de cette journée de restitution organisée par le National Democratic Institute NDI en abrégé. À l'ouverture de cette journée, les travaux du plan quinquennal, ce plan couvre la période 2014-2018 et met en priorité la formation et l'amélioration des conditions de vie du personnel parlementaire. Entre autres, on notait la présence de la directrice de l'USAID. Le reportage est signé Yéné Ansani. C'est un plan d'action quinquennal axé sur les priorités du Parlement guinéen pour mieux assumer ses responsabilités. C'est l'aboutissement d'un partenariat entre l'USAID, le partenaire financier, l'Assemblée nationale et le NDI. La restitution donc de ces travaux pour permettre à ce que les députés puissent internaliser le contenu, puissent s'en approprier et en faire désormais leur boussole quant à ce qui concerne donc les actions à entreprendre pendant toute cette nouvelle législature. Pour les élus du peuple, la mise en œuvre de ce plan quinquennal permettra au Parlement guinéen de jouer pleinement son rôle de législateur. C'est une première en Guinée que l'Assemblée nationale se dote d'un plan quinquennal, c'est-à-dire un plan qui lui permet de se fixer ses objectifs pluriannuels. C'est une bonne chose pour l'Assemblée. C'est une bonne chose pour les députés et surtout la couche féminine. Nous en sommes très très contents et nous l'accueillons, cette formation bien sûr, avec les 2 mai. Le président de l'Assemblée nationale a loué les efforts de NDI et de l'USAID, les partenaires financiers grâce à qui l'élaboration de ce plan d'action quinquennal a été rendue possible. Les fruits du travail de cette séance d'institution devra constituer un solide fondement sur lequel nous serons tous appelés à bâtir afin de faire de la 3e législature
une législature modèle. Il convient que nos partenaires bi- et multilatéraux continuent de nous appuyer pour que nous soyons à la hauteur des espérances placées en nous par nos mandats. Après la restitution des travaux sur le plan d'action quinquennal, des experts estiment que les travaux pour la mise en œuvre des différents axes stratégiques vont démarrer très prochainement. Autre titre de l'actualité, bientôt les parcs auto de Conakry seront transférés à Kouria, c'est dans la préfecture de Koya, déjà un site de 100 hectares. Et trouvé, l'aménagement a commencé, le chef de gouvernement était récemment sur les lieux pour constater l'état d'avancement des travaux. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Souma. C'est ici la zone industrielle de Kouria dans la préfecture de Koya, estimée à 100 hectares attribués aux vendeurs de véhicules d'occasion. C'est le Génoroute qui est chargé de l'aménagement de ce site. Actuellement, il y a une brigade du génie qui est basée sur cette zone pour pouvoir faire le terrassement de toute la zone et mettre en place les équipements primaires. Donc, on a presque touché tous les domaines pour que la zone soit vraiment viable. Cette initiative du gouvernement est hautement appréciée par les vendeurs de véhicules d'occasion et de pièces détachées de Guinée. L'aménagement de Kouria, ça sera vraiment une bonne chose. Et tous les importateurs sont d'accord, ils sont unanimes là-dessus. Seulement, il y a un problème que nous allons demander au gouvernement. Si on doit sortir de la ville, tout le monde doit sortir. Si Elal Touré quitte, lui quitte, moi je ne quitte pas, vous ne pouvez pas réussir sur votre truc. Il faudrait que tout le monde quitte, tout le monde, à dire que je suis dans ma concession. Non, si tu dois vendre le véhicule, tu viens là. Après avoir visité le site industriel de Kouria dans la préfecture de Koya, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a exhorté les uns et les autres à accompagner le gouvernement dans l'exécution de ce projet qui va contribuer à désengorger la ville de Conakry. Notre objectif est que dans un mois, il faudrait que les occupants commencent à s'y installer. La salubrité à Conakry, l'assainissement en dépendra. Nous souhaitons que tous ces vieux véhicules qui encombrent Conakry ne le fassent plus, que tous les concessionnaires acceptent de déménager ici. Nous allons surveiller, le chef de l'État a donné des instructions fermes. Le ministère des Finances et le génie général ont reçu des instructions. Dans les jours à venir, les travaux vont commencer. Et ainsi, lorsque nous allons démarrer à partir du fin mars, ce sera une opération continue. Alors, notre souhait le plus ardent, je l'ai exprimé tout à l'heure, est que le secteur privé accompagne. Il ne faut pas attendre tout de la part de l'État. C'est des gens qui sont capables d'importer les véhicules, alors il faut qu'ils soient capables aussi d'aider, au moins, à aménager l'espace où ils veulent garer ces véhicules. Donc, il ne faut pas attendre tout de la part de l'État. Donc, voilà le message que je tenais, n'est-ce pas, à dire ici, aux futurs occupants. Et nous avons aussi profité de l'occasion pour demander au ministre des Transports et aux autorités locales de faire un travail de sensibilisation pour que cet espace ne soit pas occupé anarchiquement par des populations et surtout les autres domaines qui sont liés à celui-là, pour ne pas que demain nous soyons encore obligés de faire déguerpir des populations et être obligés de les dédommager. Déjà, toutes les dispositions sont envisagées par le gouvernement pour que ce site soit un pôle d'attraction par excellence avec la construction d'un certain nombre d'infrastructures comme les banques, cybercafés, un centre commercial, un centre de santé, des stations-service, un centre d'immatriculation, des assurances en douane, des brigades de la gendarmerie et de la police. Toujours dans l'actualité des audits organisationnels du département de la décentralisation, présentation des audits organisationnels du département de la décentralisation, c'est une initiative du département et ça dans le cadre de la réforme de ses services. Et le document a été présenté aux techniciens pour amendement avant sa mise en forme définitive. Explication Mohamed Lamine Kamara. Quelques mois après avoir reçu sa lettre de mission, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a recruté des experts nationaux et internationaux pour mener des audits organisationnels du département.
Il s'est agi pour les experts de rester en contact avec toutes les structures pour recenser les problèmes et manquements liés à leur fonctionnement et à leur mission. Après un mois, 15 jours de dur labeur, ces experts ont présenté la conclusion du diagnostic organisationnel du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour sa validation provisoire. Les lettres de mission de M. le Premier ministre qui astreignent tous les ministères à certains résultats qu'ils doivent atteindre. C'est dans le cadre de ce grand chantier institutionnel que mène la Guinée depuis quelques années, d'institutionnalisation de l'État, que cette action-là est entreprise. Donc nous avons été choisis pour mener cette étude-là, cet audit, et les résultats seront mis à la disposition du commanditaire de l'étude. Devant tous les chefs de service du département, ces consultants ont exposé sur des sujets qui abordent les manquements liés au fonctionnement des services, notamment la redondance des structures, le dédoublement des attributions au niveau des services, le manque de moyens qui impacte négativement la bonne exécution des missions et la situation des ressources humaines. Et nous apprécions le travail qui a été fait parce que nous nous reconnaissons dans cette photographie qui a été présentée. Et aujourd'hui, on est tous acteurs de réforme pour que la prochaine étape propose un schéma organisationnel qui soit plus dynamique. À l'unanimité, les participants à cette rencontre ont validé le rapport provisoire du diagnostic organisationnel du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Dans les prochains jours, une autre rencontre est prévue pour la validation finale de ce document. Décentralisation toujours avec cette rencontre des cadres du ministère de la décentralisation et ceux des finances. La rencontre s'est tenue à l'Abbé. Le processus d'élaboration du budget participatif des communes rurales était au cœur des débats. Reportage à l'Abbé, Mamadou Alpha Baldé, Sarafdine Diallo. Comment améliorer la gestion et l'élaboration d'un budget participatif au sein des communes rurales dans la région de l'Abbé? La question préoccupe les acteurs de la décentralisation, d'où cette rencontre de l'Abbé qui a regroupé les chefs de section budgétaire, receveurs communaux et autres cadres de l'administration de la région. C'est un thème d'actualité et qui vient combler un vide, parce que nous avons constaté qu'au niveau des élus locaux, nombreux sont ceux qui mettaient de côté un principe fondamental, celui de la redevabilité. Durant 4 jours, ces acteurs locaux ont épluché tous les contours liés à l'élaboration d'un budget participatif des communes. Les participants ont été amenés à élaborer un budget familial, puis le budget classique des communes rurales. Cette démarche impliquante qui a rencontré bien sûr une très bonne audience au niveau des participants, parce qu'aujourd'hui, le souci avec la budgétisation participative, qui est un des outils du contrôle citoyen de l'action publique, c'est comment impliquer davantage la population, toutes les catégories sociales, au processus de planification et d'élaboration du budget, de mise en œuvre et de suivi et évaluation. Pour faciliter les travaux pratiques dans les communes rurales, Popodara a été choisi comme commune pilote. Le processus de démarrage du budget participatif, l'état des lieux et la priorisation des besoins exprimés ont été passés au crible pour le bonheur des communautés à la base. En plus bref et en image, dans notre édition d'hier, une erreur s'est glissée dans le reportage sur l'intronisation du MOBA du village de Niantania du Wassoulou à Mantiana. Il s'agit plutôt de l'installation du MOBA des ressortissants de Niantania et des 6 districts Wassoulou de Mantiana. Idrissa Sangar est ainsi désormais le représentant des ressortissants Niantania-Conakry. Il a été installé hier en présence des 12 sous-préfectures de Mantiana. Riposte à Ebola, les femmes de la forêt se mobilisent encore. Elles étaient plus de 1000 dames à sillonner les quartiers de Nzérékoré. Ces femmes passent par des prières rituelles pour bouter cette épidémie en Guinée. Le reportage à Nzérékoré signé Mohamed Saliou Paye. Elles étaient plus d'un millier de femmes de toutes les couches et catégories sociales de la commune urbaine de Nzérékoré
à prendre part à cette journée de sacrifice et de prières rituelles. À travers les mœurs et coutumes du terroir forestier, ces femmes ont parcouru 10 km d'artères publiques avec des chants rituels afin de goûter Ebola en Zérékoré en particulier et en Guinée en général. Donc on s'est levé pour aider la population, pour nous aider nous-mêmes, pour que la maladie là quitte chez nous, et pour que nos sociétés viennent et que nos enfants puissent travailler, pour aider aussi le gouvernement. Parce que nous voyons à la télé ce que le professeur Alpha Condé est en train de faire, d'ouvrir les portes pour nos enfants, pour nous-mêmes. Pourquoi ne pas l'aider? Pourquoi ne pas aider son gouvernement pour chasser l'Ebola à notre manière coutumière? L'Ebola doit partir, l'Ebola doit qui est de parents, nous allons avoir mal, on ne peut plus le voir, on le piétine, on l'enterre. Dans une même communion d'idées, calebasses et foulards blancs sur les têtes, au rythme des cascagnettes, ces femmes, durant toute une journée, ont magnifié Dieu pour lutter contre Ebola, ce virus maudit qui a endeuillé plus d'une famille. Le cours de la cérémonie a été marqué par la remise de kits sanitaires et surtout par des prières et bénédictions dites par Hazali Zobelemou, patriarche de Nzérékoré. Enfin, les 72 heures de livre en Guinée, c'est pour bientôt. Les préparatifs de cet événement culturel à dimension internationale vont bon train pour cette 7e édition. Des journalistes et écrivains sont annoncés à Conakry. Alpha Yassila pour plus de précisions. De plus en plus, l'événement 112 heures du livre en Guinée prend de l'ampleur. L'année 2015 marque la 7e édition de ce grand rendez-vous de la culture en Guinée. À travers le livre, les auteurs et tous les autres usagers du secteur seront célébrés. Pour cette 7e édition, le comité d'organisation commence déjà à enregistrer les lettres d'intention de participation. Pays qui avait été choisi cette fois-ci comme pays, nous avons eu la joie de vous annoncer, maintenant on annonce aussi au grand public, que le gouvernement ivoirien a répondu positivement à cette invitation. Il va envoyer ici une très grande délégation. Et pour mémoire, je le disais tout à l'heure à la Réunion, au Salon du Livre, il y a 2 ans, la Côte d'Ivoire avait envoyé une délégation de 106 personnes, c'est-à-dire des hommes du livre, des éditeurs, des écrivains, des imprimeurs, etc. Et ça, c'était la France, et déjà, c'était loin. Mais ici, à côté, il faut s'attendre à recevoir une grande armada de tous les hommes de culture de leur pays, y compris la délégation gouvernementale. Sur le plan communicationnel, le comité d'organisation a envisagé des partenariats avec plusieurs chaînes de télévision et de radio, notamment TV5 Afrique, Africa 24 et RFI. La grande nouveauté de ces 72 heures du livre 2015 est la participation effective de la francophonie. À plus d'un titre, la 7e édition sera exceptionnelle, mais elle va faire une place importante à la question du numérique. Et montrer qu'ils ne sont pas ignorants, bien évidemment, des dimensions nouvelles et futures de l'évolution du livre. Et notamment, nous essaierons de montrer au public, avec des vidéos, avec des clips, comment utiliser de nouveaux supports numériques et comment utiliser ce fonds et ce catalogue exceptionnel qu'est CultureTech. Le prix du jeune écrivain, dont le thème porte sur l'épidémie à virus Ebola, la date de dépôt des candidatures est reportée pour 1 mois, ce qui rassure les postulants d'être dans le temps. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.